Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org. En fait, ce qu'on fait, je sais pas si on pourrait vraiment appeler ça de l'action directe au sens pur, parce que je pense que l'action directe, comme c'est théorisé pas mal aussi dans les milieux anarchistes, c'est une action qui par son action contribue déjà à résoudre le problème. Donc typiquement oui, si on militait contre les voitures à Genève, eh ben, on aurait libéré le pont du Mont Blanc des voitures, ça aurait été de l'action littéralement directe en fait, par exemple. Nous là, c'est pas le cas. C'est indirect dans le sens où on fait chier des gens sur l'autoroute, mais c'est pas eux notre cible, et c'est pas le trafic autoroutier notre cible non plus. Et ça, c'est un peu deux théories du changement un peu différentes. Ma vision là-dessus, c'est que en fait, imaginons que vous vouliez lutter contre les énergies fossiles en Suisse et que vous alliez bloquer la raffinerie de Cressier. C'est une cible qui a vachement de sens, c'est très direct, etc. Le truc, c'est que ça va être vu comme un truc d'activiste. C'est loin des yeux des gens. Ça va être dans les journaux le premier jour, mais après, ça se passe à Cressier, personne ne le ressent dans son quotidien. Et donc, c'est un peu un sentiment pour les sympathisants, c'est genre, il y a des gens qui s'en occupent pour moi, c'est ces activistes qui s'en occupent pour moi, j'ai pas besoin de les aider. Pour le reste du public, ils peuvent juste ignorer. Et c'est des tactiques qui sont complètement valides, mais je pense à partir du moment où on a une masse critique de gens qui ont compris que c'était nécessaire de le faire. Par contre, là, ce que nous, on fait, en ciblant les autoroutes, et donc des gens qui ont littéralement rien demandé, qu'on emmerde, qui ont rien demandé sur les autoroutes, c'est qu'en fait, ça va vraiment forcer l'entièreté de la société suisse à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça, de la rénovation, de l'urgence climatique, est-ce qu'on a vraiment si peu d'années, etc. Et du coup, ça crée une tension dans toute la société. Et je pense que là, on est à un stade où on peut pas se passer de faire ça et d'emmerder tout le monde. Question assez triviale concernant la police. À un moment donné, elle arrive et ce qui est étonnant ou pas, tu vas nous répondre, c'est que effectivement, lors d'une manifestation, souvent il y a, une répression de plus en plus féroce et également des suites judiciaires. Alors, il me semble que là, la police qui est arrivée, le fait de vous voir justement vulnérable à peut-être neutraliser d'une certaine manière, mais c'est toi qui vas répondre à ça, neutraliser les velléités brutales de la police. Et par extension, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous risquez, parce que je pense que là vous n'avez pas déjà eu des retours, mais qu'est-ce que vous risquez judiciairement lors d'une telle action? Ouais. Alors déjà, ce coup-ci pour la police, alors je peux comparer un petit peu avec mon expérience de la police dans d'autres cantons et dans d'autres types de situations. C'est hyper dur de généraliser, particulièrement, alors d'une part parce que tous les officiers et officières, je sais pas, de police sont différents. Il y en a qui font bien leur travail, d'autres pas. Mais ça dépend aussi vachement du canton, et des ordres qu'ils reçoivent, s'ils sont stressés par les ordres qu'ils ont reçus ou pas, quelles sont l'image qu'ils ont des personnes à qui ils ont affaire avant ou pas. Et donc là, c'était effectivement particulièrement chill, à toutes les étapes, en fait. Premièrement, je pense que réellement, avoir un petit nombre de personnes versus une masse, c'est vraiment différent pour la police. On était complètement vulnérable et complètement calme, donc il n'y a pas de stress de ce côté-là. Le stress, c'est plutôt le comportement qu'auraient les automobilistes, par exemple. Quelqu'un pourrait être dangereux, mais le stress vient pas du tout des militants. Avec moi, avec nous tous, ils ont été vraiment cool dans l'ensemble. J'ai quand même eu droit à ceux qui mentaient sur mes droits et qui faisaient semblant que c'était parce que j'avais pas donné mon numéro de téléphone qu'ils allaient m'emmener au poste, et évidemment pas parce que j'avais la main gluée sur le pont du Mont Blanc, ce qui est quelque chose qui ne mérite pas d'aller au poste, évidemment. Mais non, c'était assez ok. On a demandé à ce que... il y en a un qui, pour me décoller, il est venu, il m'a renversé sa bouteille de gel hydroalcoolique sur la main, puis ensuite il a tiré, en mode il y a de l'alcool dedans, ça doit dissoudre. Puis j'étais là, non, vous n'êtes pas chimiste, ce serait bien d'appeler du personnel qualifié parce que ça va pas marcher, vous allez m'arracher la peau. Et du coup, ils ont appelé la police secours et puis les pompiers, qui ont été... alors eux, par contre, ils sont toujours super chauds parce que leur but, c'est d'aider les gens et tout ça, donc voilà.
les personnes collées, on a été emmenées à l'hôpital juste pour vérifier. Ça, c'est les infirmiers qui voulaient vraiment vérifier qu'on n'avait pas de brûlure chimique ou je sais pas quoi, mais c'était vraiment pas nécessaire. Ensuite, on a été au poste en garde à vue quelques heures, mais dans l'ensemble, on est sorti assez vite. Là aussi, on a été traité très correctement, dans le sens où on a vraiment été informé de nos droits, ce qui arrive pas toujours. Enfin, dans d'autres cantons, j'ai plutôt vu la police mentir sur nos droits et essayer d'extorquer des trucs. Puis là, c'était vraiment très très clair et pro. Et en fait, il y a aussi plusieurs agents qui ont dit des trucs du style félicitations pour ce que vous avez fait. Et j'espère que votre campagne elle va avoir du succès. Et ça, je pense que c'est aussi parce que notre demande, elle est très pragmatique en fait. Enfin, la rénovation, ça touche tout le monde. Ça touche aussi toutes les classes sociales. Tout le monde habite dans un appart, quoi. Enfin, non, malheureusement, pas tout le monde a un toit sur sa tête, mais disons que la vaste majorité des gens savent de quoi ils retournent. Et je pense que du coup, ça fait qu'ils comprennent les militants vachement plus qu'avec certaines autres causes où les demandes sont peut-être parfois un peu théoriques. Les personnes de la police étaient vraiment intriguées sur pourquoi est-ce que Sigulus sont foutus sur le pont pour demander ça. Ah ouais, en plus, c'est une demande qui a du sens et il n'y a pas à tortiller, quoi. Ouais, c'est très pragmatique en tout cas. Clairement, le message formulé, si j'ai bien compris, vous avez cette ambition, cette aspiration à rester simple et pragmatique. Ouais, exactement. Et on a aussi c'est un choix stratégique aussi vraiment d'aller dans le post-green, quoi. Enfin, de pas employer les termes habituels des luttes pour le climat, pas employer des mots militants non plus, qui en fait enferment vite dans une bulle militante, avec des standards de vocabulaire et de rigueur militante qui sont potentiellement élevés, ce qui est pas mal, hein. Ça permet de c'est un peu l'avant-garde des luttes, quoi, qui fait vraiment attention à son vocabulaire et tout ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'être compréhensible par tout le monde. Voilà, on va parler plus des gens qui skient l'hiver, de la facture de gaz, etc. Essayer de rester vraiment dans le pragmatique et de pas être catalogué comme les jeunes pour le climat, le mouvement écolo et tous ces trucs-là, parce qu'en fait ça renferme. Et je pense qu'il y a aussi, j'ai l'impression que c'est un énorme frein en fait à la mobilisation des gens, le fait que certaines luttes politiques coïncident aussi avec une sorte d'identité politique à laquelle on s'identifie ou pas, et du coup on se sent concerné ou pas par une revendication, alors qu'en fait, elle nous concernait pour de vrai. Mais donc, typiquement, si on pense, si vous avez une personne qui pense que l'écologie, c'est un truc de bobo, alors que clairement, ça l'est pas fondamentalement, eh ben, elle va pas se sentir concernée, elle va pas avoir de porte-parole qui lui ressemble. On a peu de footballeurs suisses qui prennent position sur l'écologie, puis du coup, si votre passion, c'est le football, ben, vous avez pas l'impression que vos modèles, ça les intéresse. Donc voilà, on essaie vraiment de casser les codes et d'avoir une autre gueule, quoi. Ouais. Concernant les suites judiciaires potentielles, est-ce que... Alors, on peut digresser. Ouais, mais c'est très bien. Alors là, c'était vraiment chill, pour être honnête, on n'en est pas revenu nous-mêmes. On a eu manifestation illégale, refus d'obtempérer, et puis moi j'ai eu un truc du style... comment c'était? S'attarde sur la chaussée sans raison valable. Ah bon? Tiens, j'ignorais ce crime. Ouais, refus de quitter la chaussée sans raison valable ou un truc comme ça. Alors j'avais la main collée, donc voilà. Bah oui. Donc là, c'est que des contraventions chill. On se demande si c'est pas aussi parce que c'est le week-end de Pâques et le procureur il était déjà en route pour les vacances, je sais pas. Mais bon, d'une façon générale, ça va vraiment dépendre du canton. Et de l'humeur des flics. On aura certainement à terme, certains d'entre nous auront contrainte, qui est un motif de casier judiciaire. Mais en fait, voilà, on est prêt on va avoir des personnes qui récidivent aussi, donc on est prêt à des arrestations préventives à terme, parce que s'ils voient que tous les 2 jours on est retourné sur l'autoroute, ben, ils vont peut-être finir par décider que vaut mieux nous mettre dans une boîte. Voilà, en fait, l'idée, c'est aussi que le nombre fait vraiment de la sécurité avec ce genre de trucs. Si on a plusieurs centaines de personnes ordinaires en Suisse qui se retrouvent avec des peines de prison, déjà le système judiciaire, il est pas capable de gérer ça. Les prisons, elles sont pleines. Mais notre but, c'est pas de tous finir en tôle, hein, mais c'est-à-dire que ça crée une crise légale et judiciaire qui ajoute encore au fait que la crise, elle est politique, quoi. Ouais, d'accord. Ça fait partie, en quelque sorte, d'une stratégie et de la lutte.
Ouais. Après, ça veut pas, toutes les personnes prennent pas du tout les mêmes risques. Si, pour les personnes qui vont aller une seule fois, par exemple, il y a aucun risque d'emprisonnement de ce qu'on voit pour l'instant, hein, vraiment aucun. Par contre, c'est certaines personnes qui sont prêtes à récidiver et qui sont prêtes à potentiellement finir en prison. Là, ça peut aussi donner des trucs, voilà, différents, quoi. D'accord. Mais on a aussi évidemment des contacts avec des avocats. On fait de notre mieux pour essayer de prévoir tout ça. Mais ouais, en gros, la base, c'est qu'on essaie de recruter des personnes et de se préparer nous-mêmes, des personnes qui sont prêtes à aller aussi loin qu'il le faudra, en fait, parce que la situation historique le demande, en fait. D'accord. Annette, je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses. On en arrive au terme de cet entretien doucement avec une dernière salve de questions, si tu es encore OK avec ça. Bien sûr. Très bien. Alors écoute, que dirais-tu et que diras-tu aux prochaines et prochains travailleuses et travailleurs que tu bloqueras? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire, sachant que certains d'entre elles et certains d'entre eux pourraient être des aides-soignants, des infirmiers, des personnes qui doivent absolument se rendre à leur travail, comme tout le monde. Voilà, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Alors, au moment où ils sont coincés dans leur voiture, je vais pas vouloir leur dire la même chose qu'au moment où je les rencontre dans d'autres circonstances. On n'est pas le conducteur qu'on est en allant au travail le matin. Donc, lors des blocages, en fait, la seule information qu'on essaie de passer au conducteur, c'est l'information purement factuelle, genre qu'est-ce qui se passe, pour combien de temps il y en a, la police a été appelée, que les personnes retrouvent un peu un sens de contrôle en fait sur ce qui se passe. Certains conseils, par exemple, si vous êtes en retard, prenez une photo pour pouvoir justifier du retard, etc. Et après, c'est entre les mains de la police de faire le trafic. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est juste que les gens paniquent pas pour leur propre bien-être et aussi évidemment pour la sécurité de tout le monde sur l'autoroute. Et on n'essaie pas de passer un message. Voilà. Oui. Voilà. C'est pas le moment, en fait. Les gens, ils sont hyper stressés, c'est normal. Donc, maintenant, d'un point de vue plus général, en fait, si ces personnes ou des personnes qui pourraient être coincées nous écoutent, en fait, ce qui est dramatique, c'est que là, on est dans une situation où il n'y a plus d'options sans douleur et sans emmerdement. Il y en a plus. Là, on est obligé de foutre la merde parce que l'alternative, c'est que on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les 3 prochaines années, que le climat de la planète soit complètement déstabilisé et que l'humanité aille vers des souffrances inimaginables, voire même une extinction. Donc, clairement, à ce stade, oui, il va y avoir des dommages collatéraux et en l'occurrence, c'est des retards et du stress. Donc, voilà. Je pense que les gens, en fait, c'est pas des enfants, en fait. Les gens, ils sont complètement capables de comprendre ça, même si sur le coup, ça les emmerde. Et après, en termes de sécurité, on a tous les moyens qui sont mis en place. Il y a des ambulances qui passent, le blocage élevé, il y a toujours une bande d'arrêt d'urgence. Enfin, la société, elle est faite comme ça. Il y a toujours des bouchons sur l'autoroute, donc il y a pas de risque particulièrement important pour la vie, on va dire. Très bien. Comme ça, les personnes qui vont écouter ce podcast, eh bien, pour celles et ceux, il y en a peut-être, mais c'est pas sûr, qui sont qui sont automobilistes, eh bien, elles sauront. Voudrais-tu nous dire quelques mots de prochaines actions, si elles sont agendées? Voilà, y aurait-il quelques mots à en dire ou pas? Seraient-elles du même type ou pas, et etc. Ouais. Alors, on va avoir encore quelques blocages dans les jours à venir, du même type, hein. Ensuite, on aura une phase, donc ça c'est un peu l'échauffement, quoi, la première vague. Ensuite, on aura une phase de mobilisation. Donc, on va donner des présentations et des rencontres publiques dans toute la Suisse, aussi en ligne. Donc, vous êtes tous et toutes très bienvenus à venir. Et ensuite, après cette phase de mobilisation, on va organiser une nouvelle phase de blocage. Et puis, ce sera de plus en plus intense et de plus en plus long, en fait, jusqu'à ce que ça craque et puis qu'on gagne, en gros. Donc, ça va être c'est un peu cyclique, quoi, on va dire. D'accord. Et de longue haleine, a priori, vous êtes là pour un moment? Ou pas? Vous êtes là pour un moment. Ça risque d'être un combat de longue haleine. Ouais, on espère pas. On n'espère pas, voilà. Absolument. Absolument. Mais voilà, on sera là le temps qu'il faudra, en fait. On est prêt à aller jusqu'au bout. Et c'est aussi, il y a un moment dans la lutte, en fait, où craquer quand ça devient difficile, ou craquer quand il y a de la répression, ou craquer quand il y a de la violence, en fait, c'est plus acceptable parce que ça veut dire que dès qu'on sera à nouveau sur le point de gagner quelque chose, en fait, ils auront qu'à ressortir la même artillerie de répression ou de violence ou de je sais pas quoi pour qu'on s'arrête à nouveau. Et donc, en fait,
s'arrêter en chemin quand ça devient trop dur, c'est aussi abdiquer pour les 10 prochaines années, quoi. Donc il y a un moment où la seule option, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est viable. Absolument. Y a-t-il des alliés ou des alliances que vous envisagez ou pas? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par ça. Alors déjà, nous, notre rôle, le rôle de cette campagne, c'est de se faire... Enfin, c'est pas son rôle, mais on va se faire détester, clairement. On va foutre la merde, on va se faire détester. Mais, ça, c'est un résultat qui est constant. Le détester des personnes ou un mouvement, c'est pas couplé avec l'opinion du public sur la demande, sur la revendication. Donc, il n'y a pas de problème. La revendication va être de plus en plus discutée. Les personnes vont vraisemblablement de plus en plus être favorables à la rénovation, c'est le but. Mais en tout cas, les personnes et la campagne Rénover le Sud-Soudan, on va se faire détester. Mais en faisant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un espace où d'autres acteurs vont pouvoir s'engouffrer. Et donc, c'est une synergie, on va dire. On n'a même pas besoin d'être coordonnés particulièrement pour le coup. Enfin, pourquoi pas, mais en gros, je sais pas, un syndicat d'habitation, des assos qui ont des choses à dire sur la précarité énergétique, même l'industrie, quels sont les freins, les politiciens cantonaux, communaux. Enfin, il y a un tas de personnes qui sont des alliés objectifs quant à la revendication, qui est très consensuelle, qui vont en fait prendre cette place. Donc nous, on crée cette place et ensuite ils vont la prendre spontanément. C'est vraiment ma vision et mon analyse après avoir milité quelques années quand même. Pour moi, il y a deux façons d'être allié. Il y en a une, c'est une position de soutien public qui peut donner de la force. Il y en a une, c'est de l'aide logistique. Donc le soutien public, ça peut être, par exemple, en l'occurrence pour cette campagne, comme c'est une campagne assez hardcore et qu'on va se faire détester, s'il y a des acteurs traditionnellement vus comme légitimes, raisonnables, voire carrément mous, qui disent que c'est super ce qu'on fait, c'est trop bien, parce que ça va contrebalancer notre image extrême. Par contre, si à l'inverse, il y a des alliés traditionnellement vus par la société comme déjà extrêmes, etc., qui apportent leur soutien, alors peut-être nous, personnellement, ça nous ferait plaisir, mais par contre, ça va pas aider la campagne, parce que ça nous enferme dans cette bulle des extrémistes radicaux, etc. Ouais. Donc ça, voilà, c'est en termes d'image publique, en fait, il y a des alliés qui peuvent nous faire une plus-value en montrant leur soutien, et d'autres, vaut mieux pas. Et clairement, pour moi, être allié, c'est pas essayer d'avoir les logos de 15 organisations sur un truc mou, dont personne veut, qui a rien organisé d'autre que quel logo on va mettre. Enfin, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est de la merde, et c'est un truc qui a souvent lieu dans le mouvement climat, en fait, de vouloir que tout le monde soit là avec son logo, son drapeau, et au final, on a changé la vie de personne. Enfin, voilà. C'est de la merde, je trouve. Par contre, clairement, pour moi, être vraiment allié, c'est accepter ces désaccords stratégiques ou tactiques, accepter ces différences, mais quand même se fournir une certaine aide matérielle un peu sans condition, quoi. Donc, par exemple, partager des compétences, comment vous faites votre travail médiatique, vous, et nous, c'est comme ça qu'on fait, sans jugement, juste pour apprendre, des ressources matérielles, genre une salle, et ça, c'est pas des choses qui nécessitent de foutre des logos sur un même flyer, quoi. C'est vraiment des personnes en fait qui vont décider de partager des ressources et des compétences et des discussions, etc. Et ça, je pense que ça a une énorme importance pour toute personne qui essaie de faire quoi que ce soit, en fait. Oui. Eh bien, c'est parfait parce que là, c'est le sens de la question qui suit. Comme on arrive au bout de l'entretien, eh bien, c'était ça. Y a-t-il des appels à lancer? Avez-vous besoin de choses, de sous, de gens? Tu en as déjà parlé, mais comme on arrive à la conclusion de l'entretien, c'est bien de le rappeler. Et puis on terminerait par ce que tu nous rappelles, les contacts, sites, réseaux sur lesquels les personnes peuvent venir vous accoster. Ouais, top. Alors, c'est pas compliqué. Ce qui va se passer là, c'est qu'on va commencer à sillonner le pays en donnant des conférences qui expliquent pourquoi des gens random vont se foutre sur les routes. À chaque conf, il y a une certaine proportion de gens qui vont se dire bon sang, faut que je les aide. Ensuite, ces gens, ils vont soit rejoindre l'organisation ou se préparer à aller bloquer des routes. Donc, en gros, l'aide dont on a besoin, s'il y a des gens qui, en m'entendant là, en voyant des articles sur ce qu'on a fait, en lisant notre site, se disent que ça les intéresse, la première chose, c'est vraiment de venir à une de ces conférences. Il y en a aussi en ligne, donc c'est facile d'accès. Donc, venez si ça vous parle. Si vous voulez aussi, ça peut être vraiment utile pour cette campagne, nous inviter à donner une conférence dans votre coin ou dans votre communauté. Ça suffit de trouver une salle,
d'inviter un max de monde et puis on envoie quelqu'un pour vous rencontrer et discuter. Ensuite, partagez sur vos réseaux nos news et puis justement les conférences. Voilà, si vous avez assisté à une conférence et que vous voulez rejoindre du coup la campagne, on vous expliquera tout comment ça se fait. Et puis enfin le nerf de la guerre évidemment c'est la thune. Donc on fait des calculs, on essaie d'être assez scientifique sur tout ça. Puis si on fait un peu le ratio entre les frais et le nombre de recrues, on compte qu'il faut à peu près 1000 balles pour mettre une personne sur la route, sans compter les futurs frais légaux. Donc voilà, si vous avez de l'argent de côté sur notre site, dans les 2 jours à venir, je pense qu'on aura aussi une cagnotte pour donner. Okay. Et puis notre site c'est renovateswitzerland.ch, donc renovate-switzerland.ch. Et dessus, vous trouverez aussi un lien vers Facebook, Twitter, Insta, TikTok. Et bien sûr, nous, on mettra toutes ces adresses au libellé du podcast. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la chose pour aujourd'hui. Pour cette fois-ci, il y en aura, j'espère, de nombreuses. Enfin, non, j'espère pas de nombreuses, mais peut-être d'autres. Les compagnons autour de moi, auriez-vous des questions? Non, ok. Alors Anaïs, je ne sais pas, y aurait-il une question que l'on ne t'aurait pas posée et à laquelle tu aurais souhaité répondre? C'est le moment maintenant. Non, tout va bien. Je suis très reconnaissante que vous m'ayez donné autant de place pour m'exprimer. J'espère que c'était pertinent pour les personnes qui nous écoutent. Mmh. Merci beaucoup de votre accueil. Avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Libre Radio, la radio qui aime trop les keufs, les schmitts et la volaille. www.libradio.org